Bonjour à toutes et à tous. Je vous transmets comme convenu un enregistrement d'un cours d'une année antérieure correspondant à peu près au moment où nous en sommes dans la progression du cours de cette année. Euh, je reviendrai rapidement sur un certain nombre d'éléments, mais je ne reprendrai pas intégralement ce cours numéro 5 pour gagner un peu de temps. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Je vais reprendre donc le cours à partir de ce chapitre sur la fonction des mots et groupes de mots. Et donc, nous avions vu la semaine dernière la structure générale de la phrase, groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. Je rappelle le point le plus important à retenir de ce premier chapitre, c'est que lorsqu'on analyse la phrase, donc au niveau de la phrase, il n'y a que deux fonctions possibles. Quand vous analysez, puisque de toute façon le but c'est à chaque fois d'analyser des structures et ensuite d'aller à l'intérieur d'une autre structure, etc., etc. Donc avec ces systèmes d'inclusion ou d'emboîtement que j'avais décrit la semaine dernière, pardon. Donc dans la phrase, il n'y a que deux fonctions possibles. La fonction sujet, la fonction complément circonstanciel, la fonction sujet donc, qui relie le groupe sujet groupe verbal, et puis la fonction complément circonstanciel, dont on peut dire, là c'est une simplification, qu'elle relie le groupe circonstanciel au groupe verbal. En réalité, il serait plus juste de dire que le groupe circonstanciel, c'est une fonction qui relie le groupe circonstanciel à l'ensemble formé par groupe sujet et groupe verbal, mais ça ne fait pas une grande différence. On avait vu donc que les deux sujets prototypiques sont le groupe nominal et le pronom personnel. J'ai signalé qu'il existe bien sûr toutes sortes d'autres natures possibles de sujets, mais que si ces connaissances-là doivent être possédées par les professeurs, évidemment qu'on n'a pas besoin de les enseigner dans une première étape, et je vous les ai surtout, je vous les ai donnés, ces différentes sortes de sujets, ces différentes natures de sujets, pour vos connaissances à vous, mais aussi pour que vous voyez la différence entre ce qu'est un sujet prototypique et ce que sont des sujets non prototypiques. Donc on va éviter, dans des leçons de grammaire élémentaire, on va éviter tous ces cas pour se concentrer sur les cas les plus prototypiques qu'on a vus par avant. Et puis donc nous avions fait une application sur ce texte de Mauprat, cet extrait de Mauprat de Georges Sand, qu'on va reprendre tout à l'heure pour un autre exercice. Alors, je passe donc maintenant au groupe verbal. Donc, j'en avais déjà parlé un peu rapidement la dernière fois. Là, on va revoir cette notion d'une manière plus approfondie. Donc, on est là, on entre à l'intérieur d'une structure qui est dans la phrase. D'accord ? Le groupe verbal, pour le dire métaphoriquement encore une fois, c'est une boîte qui est à l'intérieur de la boîte phrase. La boîte phrase avec groupe sujet, groupe verbal, et puis éventuellement groupe circonstanciel. Là, on va entrer dans le détail de la boîte groupe verbal. Le groupe verbal, donc, il est construit sur un noyau verbal. D'accord ? Bon, par exemple, dans la phrase « le facteur distribue le courrier », le groupe verbal, c'est « distribue le courrier ». Donc, vous voyez, c'est important de dire ce qu'on identifie dans la phrase, c'est pas le verbe. Alors, on peut le faire, bien sûr, parce que le verbe, en tant que mot, il se repère par sa variation morphologique. Comme je vous le disais, le verbe, il se reconnaît, on peut le définir tout simplement comme étant le mot qui se conjugue. Donc, le facteur distribue le courrier, je peux dire le facteur distribuait, distribuera, etc. Et cette variation me montre, et c'est facile à repérer, que c'est un verbe. Bon. Mais, du point de vue grammatical, du point de vue syntaxique, l'unité pertinente, ce n'est pas le verbe tout seul, c'est le groupe verbal. Donc, le verbe avec ses compléments. Donc ici, on a un groupe nominal complément qui est le complément d'objet direct, et puis un des critères faciles pour le repérer, c'est de le remplacer par un pronom. Le facteur distribue le courrier, on peut dire le facteur le distribue. Et lorsqu'on a un groupe nominal prépositionnel comme complément du verbe, dans ce cas-là, on va parler du complément d'objet indirect. Par exemple, le facteur parle à la voisine. À la voisine est un groupe nominal prépositionnel, complément d'objet indirect du verbe parler,
là aussi, on peut avoir un remplacement par un pronom. Alors forcément, en français, les pronoms varient selon les fonctions, hein, les pronoms personnels varient selon les fonctions. Donc, on ne dit pas elle le parle, mais elle lui parle. Et puis, enfin, un groupe verbal peut comporter un ou deux compléments. Soit un, soit deux. Donc, le cas standard, c'est plutôt un complément. Le cas prototypique de groupe verbal, c'est verbe plus groupe nominal. Ou verbe plus groupe nominal prépositionnel. Ça, c'est le cas prototypique de groupe verbal. Mais il peut y avoir aussi deux compléments. Hein. Par exemple, le facteur distribue le courrier à la voisine, ou bien aucun complément, l'enfant parle. Donc, prototypiquement, le groupe verbal, il a, je le répète, un verbe noyau et un complément qui est direct ou indirect. Alors, les structures de groupes verbaux principales, il n'y en a pas beaucoup d'autres, hein, il peut y en avoir, mais on verra d'ailleurs dans le texte sur lequel on fera des exercices, il peut y avoir des complications. Mais les structures de base sont les suivantes. Lorsqu'on est dans les groupes verbaux qu'on dit avec des compléments d'objet, avec ou sans complément d'objet. Bon. On opposera hein, aux groupes verbaux attributifs. Alors, première catégorie, le groupe verbal se réduit au verbe. Alors là, évidemment, je donne plusieurs exemples. Hein. Voilà, le facteur travail, le facteur d'or, le facteur pas. Évidemment, tous ces cas ne sont pas tout à fait équivalents parce qu'il y a plusieurs situations dans lesquelles on peut trouver un groupe verbal réduit au verbe. Ça peut être parce que le verbe ne peut pas avoir de complément. Par exemple, le facteur d'or, on ne peut pas dire il dort quelque chose, il dort à quelque chose, à quelqu'un, etc. Donc là, c'est ce qu'on appelle typiquement le verbe intransitif. Il ne peut pas avoir de complément. Il ne peut pas, le verbe intransitif, il ne peut pas avoir de complément. Et alors, il y a des cas de verbes, par exemple, le facteur parle, on aurait pu dire, il parle, comme dans l'exemple précédent, il parle à la voisine, à sa voisine. Mais ce complément d'objet indirect n'est pas exprimé. Alors là, on parle d'emploi absolu du verbe transitif. Emploi absolu du verbe transitif. Le verbe, il est transitif. Transitif direct ou indirect. Hein. Le transitif direct, il a un COD. Le verbe transitif indirect, il se construit avec un groupe nominal prépositionnel, donc avec un COI. Bon. Transitif direct, transitif indirect. Donc ce sont des verbes qui peuvent avoir des compléments. Mais ils peuvent avoir des compléments, et le complément peut ne pas être employé. Alors il y a, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on n'emploie pas un complément. Ça peut être parce que le complément, il est évident dans le contexte, et on n'est pas obligé de le dire. Par exemple, je ne sais pas moi, vous jouez aux cartes, et puis vous dites à la personne avec qui vous jouez, c'est à toi de battre. Bah, de battre les cartes, évidemment, c'est pas la peine de dire les cartes. Donc le complément d'objet, il est restitué par le contexte. Il y a d'autres cas où on n'exprime pas le verbe, le complément, pardon, tout simplement parce que tous les compléments possibles sont imaginables et il n'est pas pertinent d'indiquer le complément. Par exemple, je ne sais pas, il ne faut pas le déranger, il est en train de lire. Bon, qu'il soit en train de lire un journal, un livre, peu importe. Ce qu'on veut dire, c'est que la personne est en train de lire, quelle que soit la chose qu'il lit, il ne faut pas le déranger. Donc on n'a pas besoin de mettre un complément. Si on disait un complément, par exemple, on disait il est en train de lire le journal, ce ne serait pas forcément très pertinent parce que, enfin bon, ça dépend, parce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas le déranger quand il lit le journal, mais on pourrait le déranger quand il lit un roman, ce qui est un peu bizarre. Mais voilà. Donc il y a toutes sortes de situations dans lesquelles on a de bonnes raisons de ne pas utiliser un complément. Hein. Dans ces cas-là, le verbe reste transitif, direct ou indirect, mais il est sans complément. Alors, le fait, c'est là qu'on emploie traditionnellement le mot de emploi absolu. Hein. Emploi absolu, c'est un verbe qui peut avoir un complément, mais le complément n'est pas exprimé. Donc, il faut bien voir la différence entre le verbe intransitif, qui ne peut pas avoir de complément, et le verbe transitif en emploi absolu. Bon, les autres cas ici ne posent pas de problème. J'ai juste ajouté là le cas avec
deux compléments indirects, hein, qui est un cas tout à fait banal. Hein. Le facteur parle de ses vacances à sa collègue. Donc on peut avoir verbe plus groupe nominal prépositionnel plus groupe nominal prépositionnel. Donc on parle. Je vous l'avais dit aussi, il y a une tradition grammaticale antérieure dans laquelle on parlait de complément d'objet second. Alors évidemment, complément d'objet second, ça posait toutes sortes de problèmes. Pourquoi second alors que parfois il est en première position bref, du coup, on n'a pas besoin au fond, de dire complément second. C'est simplement un complément indirect. En fait, on caractérise les compléments avec cette simple opposition. Est-ce qu'il y a une préposition, est-ce qu'il n'y en a pas? S'il y a une préposition, c'est indirect. S'il n'y en a pas, c'est direct. Donc c'est très simple. Alors, un point important, parce que là, il y a une différence. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que comme il y a beaucoup d'étudiants espagnols, j'essaie de regarder un petit peu ce qui se passe dans la grammaire de l'espagnol, la grammaire traditionnelle telle qu'elle est enseignée en Espagne. Et puis bon, j'ai l'expérience des années antérieures avec les étudiantes de Madrid. Bon, apparemment, comme en France d'ailleurs, hein, dans une phrase comme elle va à Paris serait analysé comme un complément circonstanciel. Vous confirmez hein, les étudiants de Madrid? Bon. Alors en France, on a dit ça pendant longtemps aussi. Alors non, je vais vous expliquer pourquoi à Paris, ici, est obligatoirement et doit être considéré comme un complément d'objet indirect, exactement comme il parle à sa collègue. Alors ça vous paraît bizarre, parce que ça indique un lieu. Bon. Mais en fait, ça, le fait de caractériser le complément circonstanciel par le fait qu'il indique un lieu, vous comprenez bien, c'est une caractérisation basée sur le sens sémantique. Ça n'est pas du tout une caractérisation basée sur la grammaire, sur la syntaxe. D'accord ? Or là, on est en train d'analyser des compléments dans des structures de phrases. Donc on est en train de faire des analyses syntaxiques. Alors qu'est-ce qui se passe? Un complément du verbe, en fait, qu'est-ce qui le caractérise par rapport justement au complément circonstanciel? On va le revoir en détail tout à l'heure. Un complément du verbe, il est toujours lié au sens du verbe. Par exemple, donc, vous avez le verbe boire. Ce qui va être au complément d'objet du verbe boire, c'est obligatoirement des choses qui peuvent être vues. Donc, je sais pas, de l'eau, du lait, n'importe quoi, des choses qui peuvent être vues. Je ne sais pas si on prend le verbe parler. Le complément d'objet indirect parler à, ça va être forcément un humain ou un être vivant, tout au moins. Hein. Je veux dire, ça peut être un animal, parler à son chien, à son chat, etc. Mais vous n'aurez pas. On peut imaginer, il parle à son chapeau. Bon, pourquoi pas, mais on est là dans un truc qui devient complètement bizarre tout de suite. Hein. On voit que ça ne va pas avec, c'est pour ça que ça peut être incongru, drôle ou un signe de folie. Donc normalement, le complément d'objet, il est impliqué par le sens du verbe. Il est lié au sens du verbe. Donc le verbe aller, qui indique un déplacement, si on indique le lieu où on va, c'est prévu par le sens du verbe. Le verbe aller, il prévoit qu'on indique un déplacement. Donc ça, c'est un point important. Ce lien entre le sens du verbe et le sens des compléments, sur lequel je vous demande de le garder en tête, et je vais y revenir après. Pour l'instant, je vais m'en servir simplement pour opposer les compléments d'objet aux attributs. Alors, et je justifierai, donc je reviendrai sur la justification de à Paris comme complément d'objet indirect dans Il va à Paris. Alors, la fonction attribut, pourquoi est-ce qu'on fait une différence? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que grande serait complément de Alice, qu'une bonne avocate dans Alice est une bonne avocate, ne serait pas un complément du verbe être? Alors pourquoi? Parce que précisément, dans le cas du verbe attributif, dans le cas de la construction attributive, et donc du groupe verbal attributif, le verbe en lui-même, qui est le verbe attributif prototypique, c'est le verbe être, il y en a d'autres, hein.
être, paraître, sembler, etc. Mais bon, raisonnons sur le verbe être. C'est un verbe évidemment qui a un sens. Qu'est-ce que ça veut dire être quand vous dites elle est avocate? Qu'est-ce que ça apporte du point de vue du sens? Ça n'apporte rien du tout. C'est un pur outil grammatical, le verbe être. Ça veut dire que avocate, c'est une propriété de elle, de Alice. Grande, par exemple, une propriété de Alice. Une bonne avocate est une catégorisation de Alice. Elle appartient au groupe des bonnes avocates, par exemple. Donc là, évidemment, le verbe être, il n'a pas du tout un sens descriptif au même titre que les verbes qui ont des compléments, ou même les verbes intransitifs, comme parler, marcher, etc. Être, à part dans un emploi très particulier du type je pense donc je suis, au sens d'exister, hein, mais ce n'est pas du tout le cas ici. Quand on dit Alice est une bonne avocate, est ne signifie pas existe. Donc c'est un pur outil grammatical. Et c'est ça qui justifie, malgré tout, la différence qu'on fait entre le complément d'objet et l'attribut. Hein, le groupe verbal à complément d'objet et le groupe verbal attributif. Donc l'autre différence, c'est évidemment que l'attribut, la fonction attribut, accueille non seulement des groupes nominaux, mais aussi des adjectifs ou des groupes adjectivaux. Alice est grande. Grande est un adjectif attribut du nom Alice. Alors, j'indique adjectif, ça peut être groupe adjectival. Hein. Je ne vais pas faire un cours détaillé sur le groupe adjectival par rapport à l'adjectif, c'est tout simplement, vous pouvez avoir, elle est très grande. Hein. Bon, un adverbe qui va modifier grande, c'est à ce moment-là le groupe adjectival qui va être composé d'un adverbe et d'un adjectif. Alors, je laisse de côté pour l'instant la fonction attribut du COD, qui est plus complexe, qu'on va trouver dans des constructions du type ils ont élu un tel président, ils ont élu Pierre président. Hein. Là, ça va être la construction attribut du COD. Mais ça, c'est plus compliqué, donc on le verra plus tard. Fonction attribut du sujet. Alors, je signale quand même que dans les groupes verbaux, on a aussi, en plus des structures obligatoires, c'est-à-dire verbes, groupes nominaux ou adjectifs, si on a affaire à des groupes verbaux attributifs, il peut y avoir d'autres éléments qui sont typiquement les adverbes. Je viens d'en parler là, au sujet du groupe adjectival, mais il y a aussi des adverbes dans le groupe verbal. Typiquement, il y a d'abord l'adverbe de négation. Hein, le magistrat admet son erreur, le magistrat n'admet pas son erreur. Ne pas est un adverbe de négation qui est à l'intérieur du groupe verbal. Et puis, vous avez aussi des adverbes en ment, qui sont des adverbes de manière, hein, qui sont construits à partir d'adjectifs. Cette étudiante travaille assidûment, donc assidûment, c'est un adverbe qui va modifier le verbe travailler. On va dire aussi dans ces cas-là que l'adverbe, il est complément du verbe. Hein. Alors, pas complément d'objet, etc. La notion de complément d'objet va être réservée aux groupes nominaux COD, COI. Mais on va parler d'adverbe complément du verbe, ou bien d'adverbe comme complément de l'adjectif. Comme dans Alice est très grande, c'est un adverbe complément de l'adjectif. Très complément de l'adjectif grand. Alors évidemment, parfois, il peut y avoir une ambiguïté. Vous voyez, cette étudiante travaille étrangement. C'est ambigu. Hein. On reviendra plus tard sur les différentes sortes d'ambiguïté, mais on comprend a priori qu'elle travaille d'une manière étrange. Donc dans ce cas-là, si on comprend que étrangement est une façon de travailler, étrangement l'adverbe va bien faire partie du groupe verbal. Mais si on veut dire par là que d'habitude elle ne travaille pas, et étrangement là elle travaille, dans ce cas-là, ça va être un complément circonstanciel. Mais on reviendra tout à l'heure sur la notion de complément circonstanciel. Alors, je vous propose, à titre d'application, de reprendre le texte de Mautra pour analyser les groupes verbaux. Et on va voir, à partir de cette analyse, que, effectivement, vous allez voir, c'est assez facile, en fait. Et on va voir quand même apparaître un certain nombre de cas non prototypiques. Très bien. Alors, écoutez, on va corriger pour... je suppose que...
vous avez à peu près terminé. Si vous n'avez pas terminé, c'est pas très grave. Alors, commençons par Irène. Qu'est-ce que vous voyez dans la première phrase? Alors, moi j'ai mis dans les pays qu'on appelle la Varenne. Alors, c'est quoi le groupe verbal là-dedans? Moi j'ai mis toute la phrase des pays qu'on appelle la Varenne. Je ne sais pas si aussi Ikinek, une vaste trouvé de bois, des chênes et des châtaigniers. Alors, évidemment, là, la phrase, elle est un petit peu compliquée, hein, puisque c'est une phrase, vous voyez, qui va jusqu'à là. Sur les confins de la Marche et du Berry, dans le pays qu'on appelle la Varenne, et qui n'est qu'une vaste lande coupée de bois de chêne et de châtaigne, on trouve, au plus fourré, au plus désert de la contrée, un petit château en ruine, tapi dans un ravin, et dont on ne découvre les tourelles ébréchées qu'à environ 100 pas de la herse principale. Ça, c'est une phrase assez longue. Et donc, au début, on a un grand complément circonstanciel, hein, sur les confins de la Marche et du Berry. Alors, attendez, est-ce que ce serait pas mal? Est-ce que j'ai un feutre là? Bon, non, c'est pas grave. Donc, sur les confins de la Marche et du Berry, dans le pays qu'on appelle la Varenne et qui n'est qu'une vaste lande coupée de bois de chêne et de châtaignier, tout ça, ça va être le complément circonstanciel, d'accord, dans la structure de la phrase. Ensuite, on a le sujet, c'est on. Ensuite, trouve un petit château en ruine qui va être là un groupe verbal avec le verbe trouver et un petit château en ruine, d'accord. Au plus fourré, au plus désert de la contrée, ça va être aussi quelque chose comme un complément. Et puis ensuite, un petit château en ruine, c'est pas le complément, il ne s'arrête pas là. Il y a toute la fin de la phrase qui donc est une caractérisation du château en ruine. Bon, alors si on prend maintenant les verbes dans l'ordre où ils apparaissent, on a le verbe appeler. Hein. Donc là, le groupe verbal, vous disiez c'est On appelle la Varenne. Alors, groupe verbal, il n'y a pas le groupe sujet dedans. Hein. La phrase, c'est groupe. Voilà. Alors, là, c'est déjà plus juste de dire appelle la Varenne, mais en réalité, là, il y a une subordonnée relative, donc on appelle quelque chose la Varenne. Donc en réalité, le complément, il faut mettre le que dedans. Mais ça, c'est une complication dont on n'a pas besoin pour l'instant. Alors, si on continue comme ça à prendre les verbes les uns après les autres, Laura, à la suite, vous trouvez quoi? N'est qu'une vaste lande coupée de bois, de chêne et de châtaignier. Ouais. Alors, comment vous analysez ça? C'est un groupe verbal. Oui, n'est qu'une vaste langue coupée de bois de chêne et de châtaignier, groupe verbal. Tout à fait d'accord. Quelle sorte de groupe verbal par rapport à ceux qu'on a vus tout de suite? Attribut. Exactement, groupe verbal attributif, avec, vous voyez, l'attribut du sujet qui est une vaste langue coupée de bois de chêne et de châtaignier, et puis on a en plus une négation, ne que. Ici, c'est ce qu'on appelle, on verra ça plus tard, une négation restrictive. Donc on a est, qui est le verbe attributif, et une vaste langue coupée de bois de chêne et de châtaignier, qui est donc l'attribut du sujet. Très bien. Alors, ensuite, Eduardo? On trouve. Voilà, donc là, le on, il n'est pas dans le groupe verbal. On a le verbe trouver, et c'est quoi son complément? On trouve quoi? Hein, je l'ai dit tout à l'heure. On trouve un petit château en ruine. Voilà, alors attention, le groupe verbal, c'est pas que un petit château en ruine, il faut mettre tout ce qui va avec le château. Hein, un petit château en ruine. tapis dans un ravin et dont on ne découvre les tourelles et le régime. Et là, il faut vous habituer à raisonner de cette façon-là. Tout ce qui suit, ça va avec petit château. Donc en fait, le complément, il commence à un petit château et il va jusqu'à la fin de la phrase. Tout ça, plus le verbe trouver, c'est le groupe verbal. Alors, évidemment, là, il y a une complication supplémentaire qui vient du fait qu'on a au plus fourré, au plus désert de la contrée,
qui est un morceau de groupe circonstanciel aussi, hein, qu'on aurait pu avoir en tête de phrase, par exemple. Hein. Au plus fourré, au plus désert de la contrée, sur les confins de la marche et du mairie dans le pays, etc. Donc ça, c'est clair que ça fait partie, c'est un groupe circonstanciel qui coupe le groupe verbal, mais qui, du point de vue de la structure, ne fait pas du tout partie du groupe verbal. Et enfin, on reviendra plus tard sur le complément circonstanciel. Alors, Isabelle, vous prenez la suite? Oui, les arbres secondaires qui l'entourent, l'entour c'est les verbes. Non. Je lis la phrase d'abord ou... Alors attendez, on a fait le verbe trouver là, hein, le verbe trouver avec son complément. Donc, dans la suite, il manque, d'accord, de la subordonnée, donc on est découvre alors. Voilà. Alors, comment vous délimitez le groupe verbal? Je prendrai aussi le ne découvre les nouvelles, Ouais. car on ne ressent pas de la herbe principale. Très bien. Hein, bon, avec cette petite complication que là aussi on a un pronom relatif, donc on ne découvre les tourelles et bréchés du château, hein, mais peu importe, et jusqu'à la fin de la phrase, jusqu'à principal. Donc découvrir, découvre, c'est le verbe, et les tourelles et bréchés donc à 100 pas de la herse principale, par contre, ça ne fait pas partie du groupe verbal. C'est un complément circonstanciel qui est à l'intérieur de la subordonnée relative. D'accord? Donc là, le COD, c'est uniquement les tourelles et bréchés. Donc en fait, il n'y a pas le ne que, il vient, c'est une négation restrictive à nouveau, qui porte sur le complément circonstanciel. Donc ici, le groupe verbal, c'est découvre les tourelles et bréchés. Bon, mais là aussi, vous voyez, je vous ai un peu fait croire que c'était un exercice facile, on fait juste repérer les groupes verbaux, mais vous voyez que si on prend un texte, voilà, c'est extrêmement compliqué en fait. Dès que, pour une chose aussi simple que voir le verbe et ses compléments, on voit tout de suite que le verbe il est coupé des compléments, par des compléments circonstanciels, etc. Donc la raison, si vous voulez, une des raisons principales pour lesquelles je vous propose cet exercice, c'est non seulement pour vous exercer à réfléchir un petit peu sur la notion de complément, de groupe verbal, et à améliorer votre propre connaissance de ça, mais c'est surtout pour vous montrer, et ça je vais beaucoup insister là-dessus, qu'il ne faut quasiment jamais prendre un texte au hasard et faire ça avec des élèves, parce que vous tombez forcément sur des choses infaisables avec des élèves. Là, vous êtes futur professeur, vous êtes à l'université, donc bien sûr, vous pouvez montrer dans la complexité. Mais si vous commencez à montrer des choses comme ça à des élèves pour étudier des compléments d'objets et faire une application de la notion de COD, c'est même pas la peine. Vous allez les perdre très rapidement. Bon. Donc, continuons. Et essayons de voir s'il y a quand même des cas un petit peu moins compliqués. Donc, Anna. Oui, le verbe l'entour. Pardon, l'entour. L'entour, c'est un groupe verbal attributif, non? Non. En fait, l'entour, c'est le groupe verbal. Oui. Et c'est en fait les arbres séculaires. Qui, c'est le sujet du verbe entourer, d'accord? Et le, c'est le COD de entourer, d'accord? Ça veut dire quoi? Les arbres séculaires qui l'entourent, c'est qui entourent le château, qui est avant. Hein? Donc le, il renvoie au château, petit château en ruine, etc. D'accord? Donc ici, le groupe verbal, c'est tout simplement l'entour, avec entour verbe noyau, et puis L', qui est ici un pronom COD. Alors, après, Flore. Le domine. Oui. Oui, le domine, c'est le groupe verbal. Donc, c'est la même structure que tout à l'heure. Hein. Vous voyez le parallélisme, qui l'entoure et qui le domine. On a le domine qui est le verbe noyau et le qui est un pronom COD. Alors, l'ensevelisse. Ici, on a
on a un pronom à nouveau qui reprend les arbres, mais qui reprend le groupe nominal avec les relatifs à l'intérieur. L'ensevelisse. Alors là, je laisse cet aspect. L'ensevelisse dans une perpétuelle obscurité, c'est typiquement un cas où on verra qu'il y a une hésitation possible sur l'appartenance. Est-ce que c'est un complément circonstanciel ou un complément du verbe, mais c'est un peu tôt pour le voir. Alors ensuite, Pilar, est-ce que vous voulez bien prendre la suite donc, Ah oui, j'ai franchi le sentier abandonné. Alors, on peut franchir le sentier abandonné qui y mène. D'accord? Donc, alors là, vous avez le groupe verbal avec un noyau. Alors, vous voyez ici, on a une complication du noyau verbal parce qu'on a un verbe conjugué, conjugué à un autre personnel, et puis un infinitif. On peut franchir. Donc, il se peut que le noyau verbal, et ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas prototypique, il soit séparé en deux mots, deux verbes, un verbe conjugué à un autre personnel et puis un infinitif. On peut franchir, mais on peut le considérer comme un seul noyau verbal. Et du coup, le sentier abandonné qui mène, ça va être le COD de franchir, en l'occurrence, mais on peut considérer tout simplement que c'est le COD de peut franchir. Alors, ensuite, oui. Oui, alors. Mais là, il n'y a pas. Là, justement, c'est typiquement le genre de choses qu'on ne peut pas analyser. Il y a bien un verbe être, mais qui ne fonctionne pas comme verbe. Qui fonctionne comme une structure de mise en relief. Donc, on ne l'analyse pas comme verbe. Mais justement, c'est exactement. C'est pour ça, bon, ce qu'on va faire pour accélérer les choses. Je vais tout de suite mettre la correction, ça ira plus vite. C'est pour ça qu'ici je l'ai mis en vert, parce que c'est une structure qu'on ne peut pas analyser comme une structure verbale. Et justement, c'est vraiment le genre de choses que vous trouvez parfois dans les exercices et qu'il faut éviter, absolument. Alors, bon, donc je vais corriger, ça nous permettra de gagner un petit peu du temps. Donc, on peut franchir le sentier abandonné qui mène, ça, donc c'est le COD de peut franchir. Donc, vous voyez, j'ai mis en noir, en gras, les compléments, et puis en rouge, le verbe noyer. Alors, qui y mène? Alors, mener quelque part, mener quelque chose quelque part, là, c'est évidemment le même problème que le verbe aller, donc on a un groupe verbal avec qui est complément d'objet indirect. Les décombres qui l'obstruent. Le verbe obstruer avec le complément, encore une fois, un pronom personnel, COD de obstruer. Ce sombre ravin et ce triste castel, c'est la Roche-Montprat. Alors là, l'analyse est un petit peu différente du C précédent. On peut en effet l'analyser tout simplement comme une structure de mise en relief, mais là, il y a aussi la possibilité d'analyser être comme un verbe attributif, avec le C apostrophe ici, qui est un pronom démonstratif ayant pour antécédent ce sombre ravin et ce triste castel. Mais bon, dans tous les cas, de toute façon, même si vous supprimez la mise en relief qui est avec le C, ça donne ce sombre ravin et ce triste castel et la Roche-Montprat. L'analyse est quasiment la même, mais il faut reconnaître que ça ajoute une complication supplémentaire. Mais enfin, le verbe être ici a quand même bien son rôle de verbe attributif. On n'est pas du tout dans la même situation que le c'est tout au plus, parce que ici, dans le c'est tout au plus, si en plein midi, etc., vous n'avez pas du tout la possibilité de trouver un antécédent du pronom démonstratif c'est apostrophe. Alors que là, il y en a un antécédent. Bon, même chose pour il y a. Il y a bien le verbe avoir, mais c'est une structure figée. Il n'y a pas longtemps que. Donc là aussi, c'est une structure d'emphase, une mise en relief. Alors, on a le verbe tomber. Le dernier des mots bras acquis cette propriété tomba en héritage. Donc, cette propriété, c'est le sujet.
tomba en héritage à quelqu'un. Donc on a une structure de groupe verbal avec deux compléments indirects. Tomber en héritage à quelqu'un. Et en fille enlevée, donc là aussi on a un noyau verbal avec un verbe conjugué à un mode personnel plus un infinitif. Donc ça c'est ce qu'on appelle une structure factitive au fond qui ajoute un complément si on veut. Hein. Par exemple, je sais pas moi, vous prenez une phrase comme il lave les murs. Donc là, vous avez donc un seul complément, hein, vous avez le sujet, là, les murs. Les murs, c'est au dé de lave. Mais si vous dites il fait laver les murs à un employé, ben là, le simple fait que vous ajoutiez le verbe faire rajoute un complément. Fait laver les murs à quelqu'un. Donc le factitif, ce qu'on appelle le factitif, c'est en fait une structure verbale qui permet d'ajouter un complément supplémentaire dans un groupe verbal. Hein. Mais ce ne sont pas du tout les structures factitives, les structures prototypiques, ce sont des structures plus complexes. Et vous voyez que le verbe faire, ici, qui sert de factitif, peut être le noyau de plusieurs verbes. Fille enlever la toiture, comme COD de enlever, et fille vendre, avec le COD tous les boîtes de charpente. Ensuite, vous avez comme s'il voulu donner un soufflet à la mémoire de ses ancêtres. Donc là, on a eu voulu, qui est une forme de subjonctif composé, on reviendra après hein, sur différents temps, modes, pour l'instant on s'intéresse aux structures, toujours avec, vous voyez, fille enlevée, voulu donner, qu'est-ce qu'on avait avant il me semblait qu'on en avait plus haut. Ah oui, voilà, on peut franchir, voilà. Hein, donc à chaque fois, vous avez ces possibilités de noyaux verbaux avec un verbe et un infinitif, un verbe conjugué à un mode personnel et un infinitif. Donc, un soufflet à la mémoire de ses ancêtres, complément de ce noyau verbal. Fit jeter à terre le portail, donc là aussi, on a le factitif, mais ça ne change rien au fait que on a le portail qui est COD de jeter, mais à terre, on va voir aussi que jeter quelque chose quelque part, à terre va bien être considéré comme un complément d'objet indirect. Donc c'est ici un groupe verbal avec deux compléments. Éventrer la tour nord, ça c'est facile, hein, mais c'est toujours, vous voyez, il fit jeter, il fit éventrer, il fit fendre. À chaque fois, on a le factitif ici, qui est un facteur commun hein, de ces différents infinitifs. Mais à chaque fois, on a des structures assez simples, là quand même, avec des COD, hein, des compléments d'objet directs de ces noyaux verbaux. Fit éventrer, donc COD la tour du nord. Fit fendre, COD le mur d'enceinte. Alors, du haut en bas, ça va être. C'est un ajout qui fonctionne un peu comme un adverbe. Hein. Du haut en bas, on pourrait avoir complètement, d'accord, à la place. Est parti avec ses ouvriers. Alors là, bon, on peut se poser la question de savoir si avec ses ouvriers fait ou non partie du groupe verbal, mais j'y reviendrai tout à l'heure sur la question de la frontière entre le groupe verbal et le groupe circonstanciel. Bon, qui habite les huttes éparses aux environs, là aussi, noyau habite, complément, les huttes éparses aux environs, passe sur le haut du ravin de la Roche-Montras, passer quelque part, là aussi, on va considérer que c'est un complément du verbe. Siffle d'un air arrogant. Alors, d'un air arrogant, là aussi, c'est un complément qui exprime un peu la manière dont on pourrait hésiter. Vous voyez, là on entre quand même dans des choses assez complexes, parce que siffler
peut siffler quelque chose, siffler une chanson, siffler un air, etc. Mais là, c'est siffle d'un air arrogant. Donc on peut hésiter entre le fait de savoir si d'un air arrogant est un complément circonstanciel ou bien est-ce que c'est l'équivalent d'un adverbe de manière qui va modifier siffler. Donc vous voyez, ce genre de problème, c'est quand même très compliqué à trancher. Volontairement, je ne tranche pas. Enfin, je ne tranche pas. Oui, là j'ai mis du drap comme si c'était un complément, mais peu importe. Alors, ils envoient à ces ruines quelque énergique malédiction. Là, c'est plus simple. Envoyer quelque chose à quelqu'un, c'est comme donner quelque chose à quelqu'un, c'est un verbe avec deux compléments. Un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect. Le jour baisse. Là, c'est typiquement le groupe verbal sans complément. L'engouement commence à glapir. Donc là aussi, on n'a pas de complément, ce sont des groupes verbaux réduits au verbe. Passe en silence, là on a le même problème, en silence et peut être considéré comme faisant partie du groupe verbal au même titre qu'un adverbe pourrait le faire, et règne sur ses ruines. Régner sur quelque chose, on peut considérer que sur ses ruines est complément d'objet indirect de régner. Alors, oui. Alors, attendez, on est... Voilà. Fit enlever la toiture. Fit enlever la toiture de... oui, le en fait partie du groupe verbal. Vous avez raison. Là, j'aurais dû le mettre en gras. Parce que, en fait, c'est il fit enlever la toiture de la propriété. Le en remplace de la propriété. Donc, ça va avec la toiture. Donc, il faudrait le mettre en gras comme faisant partie du groupe verbal dont le noyau est fit enlevé. Alors, qu'est-ce que nous apprend cette petite réflexion, cette petite application sur le texte au sujet des groupes verbaux? Eh bien, que, aussi simple que ça a l'air comme ça, donc quand on décrit les structures des groupes verbaux, verbe plus groupe nominal, ou verbe plus groupe nominal prépositionnel, ou les deux, dans les textes, évidemment, la chose est beaucoup plus compliquée. D'une part, on a des noyaux verbaux multiples, d'autre part, on a des éléments qui ont l'air de fonctionner un peu comme des adverbes, mais qui ressemblent aussi à des compléments circonstanciels. Et puis, il y a d'autres cas où on hésite carrément entre complément circonstanciel et complément du verbe. Alors, ça justifie, évidemment, d'approfondir cette notion de complément circonstanciel. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un complément circonstanciel d'un point de vue syntaxique, pas d'un point de vue sémantique? Parce que d'un point de vue sémantique, on va dire le complément circonstanciel, c'est ce qui indique le temps, le lieu, la cause, etc. Mais du point de vue syntaxique, ça ne caractérise rien du tout. Du point de vue syntaxique, on a d'autres propriétés qui sont les suivantes, tout simplement. Le groupe circonstanciel, d'abord, on peut l'enlever normalement. Il n'est pas obligatoire. Quand je dis le facteur distribue le courrier à 8 heures, je peux supprimer le complément circonstanciel. Je peux dire le facteur distribue le courrier. Ma phrase est toujours correcte, syntaxique. Mais deuxième propriété, je peux aussi le déplacer dans la phrase un peu n'importe où. Pas tout à fait n'importe où, mais dans des endroits justement qui sont assez stratégiques. Je peux dire le facteur distribue le courrier à 8 heures, ou bien à 8 heures le facteur distribue le courrier, ou bien le facteur à 8 heures distribue le courrier. Vous voyez que je pourrais difficilement dire, je ne peux pas dire du tout, je ne sais pas moi, le à 8 heures facteur distribue le courrier. Donc quand je dis qu'on peut le déplacer, évidemment, on va pouvoir déplacer le groupe circonstanciel aux frontières des différents groupes. C'est-à-dire, soit au début de la phrase, soit après le groupe nominal sujet, soit après le groupe verbal. À l'intérieur du groupe verbal, c'est déjà un peu plus bizarre. Dire le facteur distribue à 8 heures le courrier, c'est pas très naturel quand même. C'est pas totalement exclu, mais c'est pas très naturel pour une raison simple, c'est que syntaxiquement, ça vous coupe le groupe verbal avec quelque chose qui n'est pas le groupe verbal, mais bon, on a vu tout à l'heure dans le texte, il y a bien des situations dans lesquelles on a un complément circonstanciel qui arrive en plein milieu d'un groupe verbal, et si dans cette phrase ça n'est pas naturel, dans d'autres cas, ça peut l'être.
Bon, donc, c'est ça qui va caractériser le complément circonstanciel, et c'est pour cette raison que le verbe aller en français, il va à Paris, ne peut en aucun cas être considéré comme un complément circonstanciel, puisque d'abord, à Paris, vous ne pouvez pas le supprimer, vous ne pouvez pas dire il va. Ça ne marche pas. Et vous ne pouvez pas non plus dire à Paris, il va. Donc en fait, à Paris, donc il va à Paris, ne fonctionne pas du tout syntaxiquement comme un complément circonstanciel. Bon. Ensuite, il y a un autre argument qui va être sémantique, qui est l'idée que le complément circonstanciel n'a pas de rapport avec le sens du verbe, contrairement au complément d'objet. Mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, à la différence donc, du complément circonstanciel, le COD, lui, ne peut pas être placé en tête de phrase. Vous voyez, je ne peux pas dire le courrier, le facteur distribue à 8 heures. Je ne peux pas dire non plus à Paris, le facteur va. D'accord ? Par contre, si je dis le facteur travaille à Paris, là, à Paris, va bien être un complément circonstanciel. Pourquoi ? Parce que à Paris, indique. Qu'est-ce que ça indique à Paris ? Ça indique l'endroit où la personne travaille. Mais quand je prends le verbe travailler, d'accord ? Si j'indique le lieu où ça se passe, à quelle heure, à quel moment ça se passe, si j'indique pourquoi, une cause, mais toutes ces indications n'ont pas de lien fondamental avec le verbe travailler. Indiquer un lieu, une cause, un moment, ça peut se faire avec n'importe quel verbe, ça n'est pas lié au sens de travailler. Bon, alors que si vous dites par exemple, il travaille le métal, pour dire que son métier consiste à travailler sur le métal, là le métal va avoir un rapport avec travailler, hein, puisque le travail là quelque chose. Bon alors, on peut voir une petite différence de sens entre il travaille à Paris ou à Paris il travaille, mais peu importe. C'est pas ce qui m'intéresse. Alors maintenant, un tout petit mot sur la nature des groupes circonstanciels. L'exemple canonique, c'est l'exemple du groupe nominal prépositionnel, le facteur distribue le courrier à 8 heures. Mais vous pouvez aussi avoir tout simplement un groupe nominal, par exemple le matin. Hein, il distribue le courrier le matin. Le matin fonctionne exactement de la même façon qu'à 8 heures. Ou alors un adverbe, comme aujourd'hui. Et puis, bien sûr, une subordonnée circonstancielle. Là, on verra évidemment plus tard les subordonnées dans le détail, mais on peut annoncer ici déjà que dans la fonction complément circonstancielle, vous avez la possibilité d'avoir une subordonnée complément circonstancielle. Donc ça, là, vous voyez, il y a quand même une variété dans les structures assez prototypiques, quand même, assez classiques. Vous avez au moins 4 natures possibles de groupes circonstanciels qui sont qui sont tout à fait courantes. Et puis ensuite, donc, une fois que vous avez examiné les différentes natures de compléments circonstanciels, on peut examiner les différents types sémantiques. Mais c'est beaucoup moins important, ça, parce que ça, c'est facile à repérer, savoir si ça indique du temps, du lieu, ou quoi que ce soit. Hein. Par contre, ce qui est important et ce qui est compliqué, ça va être de faire la différence entre le complément circonstanciel et le complément du verbe. Donc, vous avez les compléments circonstanciels de temps avec les 4 possibilités, là, groupe nominal, prépositionnel, adverbe ou proposition subordonnée. Des compléments de lieu, hein, qui peuvent être des groupes nominaux prépositionnels ou des adverbes, et puis des compléments circonstanciels, par exemple, de cause. Comme elle m'a téléphoné par erreur ou parce que, etc. Hein. Donc là, c'est plutôt avec des subordonnées en parce que, puisqu'on va avoir les cours. Mais de toute façon, on fera un cours spécial sur les subordonnées. Simplement, c'est pour vous donner trois grands types sémantiques de circonstances, hein, le temps, le lieu, la cause, qui sont donc des types majeurs de compléments circonstanciels. Bon, je vois qu'il est 9h15. On va faire une brève pause parce que, comme j'ai un tout petit peu en retard ce matin,
je ne vais pas avoir le temps de vous dire. Donc on prend 5 minutes de pause et puis on reprend juste après. Alors, je reprends donc, et on va traiter 2 exemples qui vont vous aider à bien comprendre cette frontière, au moins à comprendre le principe de cette frontière du point de vue syntaxique entre complément circonstanciel et complément logique. Prenons ces 2 phrases. Ils l'ont vu tomber du bateau, ils jouent à lancer la balle dans la cour, et je commence par la première, ils l'ont vu tomber du bateau. Alors, écoutez bien cette phrase, ils l'ont vu tomber du bateau, et essayez de comprendre qu'il y a 2 sens possibles à cette phrase. Est-ce que vous les voyez? Henri. Ah, pardon, excusez-moi, je me suis trompé avec Henri. Alors Henri, allez-y. Alors il y a tomber du bateau, c'est-à-dire l'homme qui est tombé, il est tombé depuis le bateau, mais c'est aussi possible que ceux qui ont vu l'homme tomber, ils étaient sur le bateau. Exactement. Donc on a un premier sens où ils l'ont vu tomber du bateau, c'est-à-dire il y a des gens sur un bateau, et il y a quelqu'un qui tombe. Donc les personnes qui sont sur le bateau sont les observateurs. Et on ne sait pas où ils tombent. Alors, quand j'ai cette phrase, dans ce sens-là, précis, là vous remarquerez que du bateau, vous pouvez le mettre en début de phrase. Du bateau, ils l'ont vu tomber. Ça signifie bien la même chose. Du bateau, c'est-à-dire lorsqu'ils sont sur le bateau, ils l'ont vu tomber. Alors que si vous dites, si vous comprenez, ils l'ont vu tomber du bateau, au sens où ils sont des observateurs extérieurs et que la personne, elle tombe à partir du bateau, là, ça n'est plus du tout possible que vous ayez ce même sens en mettant du bateau en tête de phrase. Si vous dites du bateau, ils l'ont vu tomber, ça ne peut pas signifier ça, sauf intonation très particulière, mais ça ne peut pas signifier ça. Si vous dites du bateau, ils l'ont vu tomber, c'est obligatoirement ce sens-là. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc ça veut dire que c'est uniquement dans ce sens-là que vous avez la fonction complément circonstanciel, alors que dans l'autre sens, le sens où la personne est sur le bateau, et donc où du bateau indique le point de départ de la chute, le lieu de départ de la chute, c'est là que vous avez la fonction complément d'objet indirect. Donc ça, c'est un argument syntaxique. Vous voyez, du bateau, je ne peux pas le mettre en début de phrase dans ce sens-là. Il y a un autre argument, qui est l'argument sémantique, mais sémantique dans un sens, si vous voulez, de sémantique grammaticale, pas de sémantique au sens ça indique un lieu. Donc vous voyez, du bateau, on pourrait dire ça indique un lieu, donc c'est complément circonstanciel. Ben non, on voit bien que si on fait ça, on écrase complètement 2 sens qui sont complètement différents. Alors, si je dis que, si je comprends, ils l'ont vu tomber du bateau, en considérant que du bateau indique le point de départ de la chute. Pourquoi, dans ce cas-là, du point de vue du sens du verbe, c'est un complément d'objet indirect? Parce que tomber, le concept de tomber, c'est de passer d'un lieu A à un lieu B qui est plus bas. Passer d'un lieu A à un lieu B. Donc, vous pouvez, pour le concept de tomber, avoir le verbe tomber qui exprime cette idée implique soit l'indication du point de départ de la chute, soit l'indication du point d'arrivée de la chute. Ça, c'est prévu par le concept de tomber. Qu'on tombe de quelque part ou sur quelque chose ou à un certain point. Par exemple, si on avait « il est tombé dans l'eau », ce serait la même chose, ce serait un complément d'objet indirect, parce que dans l'eau indique un lieu qui est prévu par le sens du verbe tomber. Alors que, lorsque vous avez le premier sens, là, du bateau, ils l'ont vu tomber, quand ils sont sur le bateau, ils l'ont vu tomber, mais ça c'est une indication de lieu où sont les observateurs, mais cette indication, elle n'a plus aucun rapport avec le concept de tomber. On dit juste que où étaient les gens quand la personne est tombée, mais ça n'a pas de rapport direct avec l'idée de tomber
est-ce que ça signifie tomber? Est-ce que ça implique comme indication pour compléter le concept qui est un peu libre? Parce que tomber d'un endroit X à un endroit Y, X et Y restent une, et puis dans la phrase, ils peuvent être complétés, ou pas. Hein, parce qu'on peut dire, il est tombé. Là, on vous dit où sont les personnes quand il est tombé. Mais on aurait pu dire qu'est-ce qu'il faisait, ou pourquoi, hein? Parce qu'ils ont regardé là, ils l'ont vu tomber. On aurait pu mettre une cause au lieu d'un lieu. On aurait pu dire à 8 heures, ils l'ont vu tomber. On aurait pu mettre un temps au lieu d'un lieu. Donc vous voyez, toutes ces indications, elles n'ont plus aucun rapport avec le sens même du verbe tomber. Elles sont périphériques. Elles ne sont pas liées au sens du verbe. Alors que dire je tombe quelque part, ou je tombe de quelque part, hein, du bateau, là, c'est lié au concept de tomber. C'est pour cette raison que tout à l'heure je disais que aller, quand on indique le lieu où on va, c'est lié au sens du verbe aller. Si je dis par exemple je vais à Paris chaque semaine, du coup, il n'est pas du tout impliqué par le sens du verbe aller. C'est autre chose. Alors, prenons le deuxième exemple. Il joue à lancer la balle dans la cour. Est-ce que vous voyez les deux sens là aussi? Il joue à lancer la balle dans la cour. Ouais? Vous voyez? Allez-y. Soit il joue à lancer la balle et il est dans la cour. Enfin, il joue dans la cour. Soit il joue, son jeu, c'est de lancer la balle vers la cour. Oui, mais c'est pas toujours si facile à l'expliquer d'une manière non ambiguë. Donc, mais vous avez raison, hein, je vois que vous avez compris. Donc, ou bien ça signifie que il est dans la cour, il est en train de jouer, hein, il joue dans la cour, et il joue à lancer la balle, mais on ne sait pas où il la lance la balle. Il est dans la cour, il joue à lancer une balle. D'accord ? Soit, dans la cour indique le lieu d'aboutissement du lancer. Il n'est pas dans la cour, et il lance la balle dans la cour, c'est-à-dire dans la cour indique le point d'aboutissement du lancer. Si je procède de la même façon que tout à l'heure, en essayant de déplacer le complément. Si je dis, dans la cour, il joue à lancer la balle. Qu'est-ce que ça signifie obligatoirement? Ça signifie obligatoirement qu'il est dans la cour. Dans la cour, il joue à lancer la balle. D'accord? Ça veut dire que là, il est dans la cour. Ça ne peut pas signifier que dans la cour est le point d'aboutissement de lancer. Parce que je pourrais dire de la même façon, ce matin, il joue à lancer la balle. Parce qu'il a envie de s'amuser, il joue à lancer la balle. Toutes sortes d'informations qui n'ont aucun rapport avec le verbe lancer. Alors que, comment? Donc là, j'ai le complément circonstanciel dans ce cas-là. Mais quand j'ai l'indication, quand j'interprète la phrase en considérant que dans la cour désigne le lieu d'aboutissement du lancer, d'abord je ne peux plus mettre dans la cour en début de phrase, mais surtout on voit bien que c'est comme tout à l'heure tomber. Lancer, c'est lancer quelque part. Donc l'indication du lieu où on lance est prévue par le verbe lancer. Le concept véhiculé par le verbe lancer implique qu'on puisse lancer quelque part. Donc vous voyez, c'est dans ce sens-là que les compléments du verbe, quand je dis ils sont impliqués par le sens du verbe, ils sont prévus par le sens du verbe. Il y a une sorte de programme sémantique du verbe qui fait que ça signifie quelque chose, mais il y a des variables vides, hein, x, y, qui doivent être saturées et remplies par des compléments. Mais ça, ces compléments, ils sont prévus par le sens du verbe. Alors que les compléments circonstanciels, eux, n'ont pas de rapport nécessaire avec le sens du verbe. Ils donnent toutes sortes d'indications, mais sans aucun rapport nécessaire avec le sens du verbe. Alors, si on compare à ce que propose la grammaire espagnole, alors je suis désolé, j'ai repris ça, mais la diapositive que les étudiants de l'année dernière m'avaient envoyée est mal passée, donc ça n'est pas tout à fait... si vous voulez, en bas de la diapositive, là, c'est pas très lisible. Simplement, on a manifestement, mais vous me direz si vous êtes d'accord, une complication en espagnol avec une différenciation entre deux types de compléments. Hein. Le complément d'objet et le complément dit prépositionnel, complément
de régime. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est, bon, d'abord, le complément d'objet, il est caractérisé par le fait qu'on a toujours la préposition à, donc par exemple il a donné les clés au gardien. Le circonstant, bon ben voilà, hein, on a bien je vais à Paris, mais c'est surtout ça qui m'intéresse. Quand on a il ne s'est pas souvenu de mon anniversaire serait analysé différemment. Hein. Vous voyez, en français, dans la grammaire française, on va analyser de mon anniversaire comme étant COI de se souvenir, de la même manière qu'on va analyser il a donné les clés au gardien comme COD sans que ça pose de problème particulier. Hein. Ou alors il a parlé à la voisine, il lui a parlé, complément d'objet indirect, comme je me souviens de mon anniversaire, complément d'objet indirect. Et si j'ai bien compris, dans la grammaire scolaire de l'espagnol, on fait la différence parce que la pronominalisation n'est pas la même. Il a parlé à la voisine, ça se pronominalise en il lui a parlé. Alors qu'il se souvient de mon anniversaire, ça se pronominalise en il s'en souvient. C'est pas le même pronom. Donc cette différence de pronom, évidemment, elle justifie qu'on puisse dire qu'il y a deux fonctions différentes. Alors c'est ce que fait l'espagnol manifestement, c'est ce qui est entré dans la grammaire de l'espagnol, mais la grammaire du français n'a pas tenu compte de cette différence. Alors vous voyez, c'est pour vous dire un petit peu la relativité, dans certains cas, des analyses grammaticales. Ça aurait pu être possible hein, en français qu'on différencie les deux types de compléments en fonction de la pronominalisation et de la différence de pronominalisation. Mais il se trouve qu'on ne l'a pas fait. Hein. On considère qu'il y a une seule classe de compléments qui sont les compléments d'objet indirect. Alors que cette discrimination, on l'a fait en espagnol. Mais pourquoi on ne la fait pas en français, ça je ne peux pas vous dire. Il n'y a pas de raison grammaticale qui justifie. Alors, on peut considérer que, en effet, du point de vue strictement syntaxique, il n'y a pas une différence énorme. Il y a quand même une différence du point de vue de la pronominalisation. Donc, si on se base sur la pronominalisation pour différencier les différents types de compléments, y compris le complément circonstanciel, on aura une justification donc de cette distinction. Alors, quelques conclusions sur cette réflexion au sujet des compléments. D'abord, il y a une distinction importante entre, d'une part, les compléments d'objet, COD, COI, et les compléments circonstanciels. Bon, ça, c'est une distinction importante parce qu'elle est compliquée, elle n'est pas toujours si facile que ça à identifier. Les points de repère, ce sont ceux qu'on a indiqués, c'est-à-dire à la fois les points de repère syntaxiques, c'est-à-dire la possibilité de déplacer ou de supprimer, mais souvent ce n'est pas suffisant. Parce que d'abord, il y a des compléments, certains compléments d'objets peuvent aussi se supprimer, peuvent rarement être déplacés, mais enfin, ce n'est pas toujours suffisant, donc on a souvent besoin de l'argument sémantique, c'est-à-dire l'argument sémantique, mais pas au sens de la sémantique lexicale, disons de l'indication de temps, de lieu, etc. Ça, on n'en tient plus compte du tout, hein, le fait que ça indique le temps, le lieu, on s'en montre complètement, on regarde les critères syntaxiques, et le critère syntaxique, sémantique ou syntaxique, ça va être de dire est-ce que le sens du complément est lié au sens du verbe ou pas. Et c'est ça qui va nous aider à trancher entre complément du verbe et complément circonstanciel. Mais même ça dans certains cas, on peut quand même hésiter. Bon. Alors on a vu qu'il pouvait y avoir des ambiguïtés, c'est-à-dire des phrases qui ont deux sens, comme ils ont jeté la balle dans la cour, non, ils jouent à jeter la balle dans la cour, ils l'ont vu tomber du bateau, donc des phrases qui, en fait, peuvent avoir deux significations. Et cette analyse de la différence entre complément d'objet et complément circonstanciel nous permet d'expliquer pourquoi on a ces deux significations. Oui, c'est quand même intéressant, ça permet de justifier comment se fait-il qu'ils l'ont vu tomber du bateau, je peux comprendre deux choses complètement différentes. Ben, tout simplement parce que cette phrase est ambiguë et qu'il y a deux analyses syntaxiques possibles. Hein. D'où le lien entre la syntaxe et le sens quand même. C'est là où quand même comprendre la grammaire, ça aide à comprendre le sens. Bon, on a vu que les traditions grammaticales peuvent varier, hein, que les compléments dans la grammaire de l'espagnol,
tout au moins dans la grammaire scolaire, ne sont pas traités de la même façon. Et donc, avec cette caractérisation sémantique ou définition sémantique du complément circonstanciel, et puis la distinction de ces deux types de compléments, on fera donc la différence. Vous confirmez ça, que se souvenir de ses vacances, penser à ses vacances, en grammaire d'extérieur, on n'analysera pas de la même façon de ses vacances ou à ses vacances. Non, je crois que les deux seraient des complémentaires directs. C'est pas. Disons que le complémentaire direct, je crois qu'il y a une notion de donner quelque chose à quelqu'un. Il y a une notion de transmission, enfin, l'action d'un complément indirect et une action un peu. Parler à quelqu'un, par exemple. Ouais. Mais penser à, non. Pourtant, ça a l'air d'être un peu la même chose. Non, mais surtout que ça serait pensar en. Ah oui, non, mais c'est vrai que là, j'ai mis. J'ai mis en français, mais. Bon. Est-ce qu'il y a. Peu importe, hein, ce qui nous intéresse, c'est la grammaire du français, pour l'instant, pas l'extérieur. Mais c'est pour que vous essayiez de voir un peu la différence et qu'on ne peut pas forcer, on ne peut pas toujours transposer les connaissances grammaticales qu'on a acquises dans une langue, on ne peut pas toujours les transposer dans une autre. Alors, maintenant donc, on va, est-ce qu'il reste un petit peu de temps? Ouais, voilà, on va s'exercer sur quelques phrases donc, que je prends dans ce manuel de linguistique, d'exercice de linguistique que j'ai publié il y a quelques années, mais dans lequel donc j'avais la modélisation. Si vous tombez sur ce livre, je vous le signale, vous n'êtes pas du tout obligé de le regarder, hein, parce que c'est moins adapté à ce cours que par exemple la terminologie grammaticale. La modélisation proposée, c'était pour la phrase SN, SV, SP, syntaxe nominale, syntaxe verbale, syntaxe prépositionnelle. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel. C'est une différence, donc j'en ai parlé la semaine dernière, là c'est un choix d'homogénéité morphologique, mais ça n'a pas d'importance, ça revient quand même globalement au même. Mais bon, je vous le dis là quand même pour que vous ne trouviez pas ça bizarre si vous tombez là-dessus, de dire tiens, comment se fait-il que là il analyse, il nous parle de groupe sujet, groupe verbal, et puis il fait un livre avec syntaxe nominale, syntaxe verbale. La perspective est un peu différente, mais ça ne pose pas de problème. Donc là, je vous propose d'essayer de repérer les groupes circonstanciels, donc de décomposer la phrase en grands groupes. Groupe sujet, groupe verbal, groupe circonstanciel, dans ces 10 exemples, hein, qui sont principes relativement simples, mais qui permettent au moins de clarifier les choses sur cette notion de complément. Bon, allez, on va voir un petit peu ce que vous en pensez. Alors, tout à l'heure, j'ai pris peut-être... bon, je vais reprendre par Inès. Alors, Inès, est-ce que vous pouvez voir la première phrase? Donc là, on n'entre pas du tout dans le détail de l'analyse, on essaie juste de séparer les 3 grands groupes syntaxiques. Bon, j'ai mis les vitrines cassées pour changer. Et témoin de groupe verbal, parce que c'est le noyau verbal. C'est le noyau verbal, c'est pas le groupe verbal. Hein. C'est le noyau verbal. Et encore, c'est pour circonstanciel. Alors non, là je vous arrête tout de suite. En fait, témoigne encore des accomplissements du week-end, ça va être tout le groupe verbal. D'accord? Parce que témoigner de quelque chose, là c'est un complément d'objet indirect. Le encore, c'est un adverbe qu'on peut intégrer sans trop de difficulté dans le groupe verbal. On a simplement ici groupe sujet, les vitrines cassées, groupe verbal, témoigne encore des accomplissements du week-end. Attention, ne décomposez pas trop, on décompose les grands groupes. Ensuite, Daura. Oui, et les vitrines cassées, c'est le groupe sujet. Oui. Et témoigne encore de la violence des affrontements et les groupes verbales. Oui. Et c'est lequel, ça
Groupe circonstanciel, très bien. Donc ce week-end, les vitrines cassées témoignaient encore de la violence des affrontements. Ce week-end, groupe circonstanciel, les vitrines cassées, groupe sujet, témoignaient encore de la violence des affrontements, groupe verbal. Troisième phrase, c'est Christina. L'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes, c'est le groupe sujet. Oui. Et paraît assuré d'arriver en tête du premier tour de scrutin, c'est le groupe verbal. Très bien. Henri. Arrivé en tête du premier tour du scrutin, groupe circonstanciel, l'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes, groupe sujet, a prononcé un discours plus modéré, groupe verbal. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Bon, il y a un problème ici, c'est quand même un petit piège. Arriver en tête de premier tour du scrutin, c'est sûr que vous pouvez le supprimer. Est-ce que vous pourriez le déplacer? Est-ce que vous pourriez dire l'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes a prononcé un discours très modéré, arrivé en tête? Non, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Tout simplement parce que ce groupe, en fait, il se rapporte directement à l'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes. En fait, c'est ce qu'on appelle une apposition à ce groupe nominal. Tout ça fait partie du groupe nominal sujet, en réalité. D'accord? Arrivé en tête du premier tour du scrutin, l'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes. En fait, ça veut dire l'ancien chef d'état-major des forces sécessionnistes qui est arrivé au premier tour du scrutin a prononcé. Mais le fait que cette apposition soit un peu détachée peut, évidemment, est à la source de l'erreur consistant à l'analyser comme un groupe circonstanciel. Alors, ensuite, Yiwen. À Paris, groupe circonstanciel, chacun groupe sujet prend ses tâches particulièrement au sérieux. Très bien. Donc, à Paris, chacun prend ses tâches particulièrement au sérieux. À Paris, groupe circonstanciel, chacun groupe sujet, groupe nominal, groupe sujet, pardon, prend cette tâche particulièrement au sérieux. Groupe verbal, alors vous voyez, ce groupe verbal contient au sérieux, particulièrement au sérieux, un groupe là qui est l'équivalent d'un verbe. On pourrait dire sérieusement ou très sérieusement. Hein? Alors, sixième phrase, donc qui. Ouais. Qui. Ouais, pardon. Le prix des carburants, le groupe sujet, risque d'augmenter d'environ 1 centime le litre. C'est le groupe verbal et dans les jours à venir, circonstanciel. Très bien. Donc, le prix des carburants risque d'augmenter d'environ 10 centimes le litre dans les jours à venir. Le prix des carburants, groupe sujet, risque d'augmenter d'environ 10 centimes le litre, groupe verbal, dans les jours à venir. Groupe circonstanciel, vous pouvez le mettre en début de phrase sans problème. Hein. Dans les jours à venir, le prix des carburants risque d'augmenter, vous pouvez le supprimer, etc. Ensuite, septième phrase, Marie, oui, bon, d'accord, allez-y, vous avez déjà. Allez-y. Chaque jour, il y a un système général. Chaque jour, pour circonstanciel, il y a un système d'assemblée générale. Tout à fait. Donc chaque jour, il vient assister aux assemblées générales. Groupe sujet, il. Groupe verbal vient assister aux assemblées générales. Groupe circonstanciel, chaque jour, qui est ici un groupe nominal. Ensuite, Eva. Chaque jour, l'Assemblée générale vient présenter la réaction de la presse. Chaque jour, l'Assemblée générale est circonstancielle. D'accord. D'accord. Alors, à chaque fois, je répète, c'est pour l'enregistrement en fait. Hein. Donc, chaque jour aux assemblées générales, il vient commenter les réactions de la presse. Donc, on a un groupe circonstanciel qui en fait se scinde en deux groupes. Vous voyez, quand on dit un groupe circonstanciel, il peut y en avoir plusieurs. Hein. Donc là, il y en a deux chaque jour et aux assemblées générales. Mais les deux fonctionnent globalement comme si c'était un grand complément circonstanciel. Bon, chaque jour aux assemblées générales,
groupe circonstanciel, il, groupe sujet, vient commenter les réactions de la presse, groupe verbal. 9e phrase, Maria. Cette action serait groupe sujet. Oui. Et après, je ne suis pas sûre si c'est s'inscrit dans un contexte particulier avec le groupe verbal ou si c'est s'inscrit au verbal et dans un contexte particulier. Alors, très bonne question. Essayez de raisonner à voix haute. Quels sont les arguments qui vont dans le sens du groupe verbal, dans le sens de groupe circonstanciel? Si on peut le placer Ouais, alors. dans un contexte particulier, cette action s'inscrivait, ça marche, je pense. Non. C'est bizarre, non? Dans un contexte particulier, cette action s'inscrivait. Ça ne marche pas du tout. D'accord? Non, mais c'est vrai que c'est pas forcément aussi facile à percevoir quand on apprend le français et quand c'est sa langue maternelle. Hein. Mais je comprends très bien, mais bon, voilà, on ne peut pas. Donc il est clair que dans un contexte particulier, fait partie du groupe verbal. Donc on a pour cette phrase 9, cette action s'inscrivait dans un contexte particulier, cette action groupe sujet s'inscrivait dans un contexte particulier, groupe verbal. Et puis la dernière phrase, Camille. Depuis plusieurs mois, toutes les manifestations que nous avons pu faire sont restées sans écho. Alors le groupe sujet, c'est nous. Le groupe verbal, c'est avons pu faire, sont restés sans écho. Oui, alors là, toutes les bon. manifestations, en fait, le complément, c'est toutes les manifestations. Non, alors essayez de voir. Là, on analyse. Alors le piège ici, c'est qu'il y a deux verbes. Hein. Donc attention, on analyse la grande structure de la phrase. Donc on ne tient pas compte des subordonnés. Okay. Donc toutes les manifestations sont restées sans écho. Toutes les manifestations que nous avons pu faire. Hein, tout l'ensemble là, toutes les manifestations que nous avons pu faire. Et donc ça, c'est le groupe sujet. Exactement. Hein. Ils sont restés sans écho, le groupe verbal. Voilà. Depuis plusieurs mois, le groupe circonstanciel. Tout à fait. Donc, je répète, depuis plusieurs mois, toutes les manifestations que nous avons pu faire sont restées sans écho. On a un groupe circonstanciel depuis plusieurs mois, un groupe sujet qui contient une subordonnée, toutes les manifestations que nous avons pu faire, et ensuite, le groupe verbal sont restés sans écho. Alors, évidemment, ensuite, quand on entre dans la subordonnée, toutes les manifestations que nous avons pu faire, là, nous avons, donc, nous, groupe sujet, avons pu faire que, qui est COD, avons pu faire que, et le groupe verbal dans ce cas. Hein, puisqu'il faut inclure le que. Et là, on entre évidemment avec la relative dans des choses un petit peu plus compliquées. Donc, vous voyez que on a c'est pas si compliqué. Il y a des petits pièges parfois, des petites complications. Par exemple, dans cette phrase numéro 4 avec une apposition. Mais c'est quand même, en principe, si vous voulez, dans l'idéal, il faudrait, chaque fois qu'on fait une analyse grammaticale, on propose une phrase à des élèves, il faudrait commencer par là, voir d'abord les trois grands groupes, enfin 2 ou 3 groupes. Alors je vous propose, pour la semaine prochaine, de réfléchir à, c'est le même exercice, avec des phrases un petit peu plus compliquées, un peu plus longues, et puis on commencera le cours de la semaine prochaine en corrigeant cet exercice. D'accord ? Eh bien écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Oui, je vous en prie. En fait, j'ai un exercice à faire dans le les cheveux sur la Ouais, d'accord. Et en fait, là, c'est
Enfin, je ne sais pas si vous avez le noyau, parce que moi, je vais calculer, je participe évidemment dans la question. Mais pour moi, le noyau, ce serait le verbe d'exister. Alors. Le hall, donc, c'est le lycée là. Le pas souvenir du la fagole, un boulevard de deux café, c'est tout ce qui restait. En fait, c'est la même structure que la phrase qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez quand même un C apostrophe qui est remplacé dans tout ce qui précède. Donc, tout ce qui me restait, ou ce qui me restait, le tout, il est souligné, hein, on peut dire c'est juste un effet de sens supplémentaire. Et c'est une relative, si vous voulez, ce qu'on appelle une relative substantive. Donc, il me restait cela. C'est-à-dire que, en fait, vous avez, si vous prenez le verbe rester, il me reste cela. C'est-à-dire que le truc, c'est que c'est un verbe qui se construit et qui est impersonnel. Donc, qui se construit non pas avec un complément d'objet classiquement, mais avec ce qu'on appelle un complément impersonnel ou une séquence de l'impersonnel. C'est ça aussi qui rend la phrase un petit peu plus compliquée. Mais quel est ces compléments particuliers qui se rattachent à la structure impersonnelle alors. C'est ça. Il me restait d'une visite l'un, tout ça. Donc, moi je dirais qu'on a une structure, de phase, là, enfin de structure. Et que tout ce qui est au début de la phrase, c'est la séquence de l'impersonnel. Il me restait tout cela. Non, c'est bon. Enfin, voilà. Non, mais c'est pas évident. Et j'en ai une deuxième. Alors, ça, c'est un petit peu plus décidé. N'ayant avec moi un bagage, le reste de mes affaires ne dépend de parvenir que lorsque je serai installé, j'ai décidé de venir avec pour moi, j'avais la structure de la proposition principale ici. Ici, il y a un sujet pour le participe présent, le subordonné participial. Alors attendez, la subordonnée participiale, il faut qu'elle ait un sujet propre. Le reste de mes affaires ne devant ne pas revenir. Ouais, tout à fait d'accord. Et ce qui est avant le plan que je consulte, me confirme. Oui, ça c'est une première proposition. Ouais, d'accord. Non, mais je suis d'accord avec vous. J'ai un problème sur l'ayant avec moi 40 bagages, ça se rattache à jeu. Parce que c'est jeu là avec moi 40 bagages. Ouais. Là pour moi c'est un groupe verbal participial, si c'est possible. Ou alors c'est une fin. C'est une apposition à faire. En fait. Donc c'est un statut de complément. C'est une apposition. D'accord. Une apposition au premier sujet. D'accord. C'est comme si vous aviez, je sais pas moi, épuisé, virgule, je. Mais donc sa fonction, tu peux dire c'est le nom d'une fonction. C'est ce qu'on appelle une prédication seconde aussi. Mais c'est une apposition, la permanente. C'est ça. La nature, c'est quand même un groupe verbal. Ah oui, c'est un groupe verbal participial. Comme nature. Comme fonction, c'est la position. Merci beaucoup. Là, je vous en prie. C'est un entraînement, mais c'est un peu compliqué. Je fais ça en linguistique comparative français-allemand. Ouais. C'est un niveau en vérité. D'accord. Bon, bah écoutez, j'espère que vous me direz. Oui. Merci. Bonjour Cyril, ça va? Oui, dis-moi.
Eh bien, c'était à propos, tu sais, du cours du CM de sémantique, là où tu avais posé la question de l'examen. Oui. Donc, on a parlé au conseil parce qu'on faisait au conseil du FR le vote sur les modalités de contrôle des connaissances. Donc, on a dit que oui, tu peux donner un examen que aux Erasmus, en plus, pour qu'ils aient une deuxième note. Oui, non, mais justement, il s'agissait un peu de cela, parce qu'on a parlé avec Hélène, on a parlé avec Florence, ouais. Pour se limiter avec une seule note pour les Erasmus. Oui. Mais finalement, ça n'a pas marché, je pense. Hélène ne veut pas. Oui, c'est ça. Hélène veut qu'il y ait 2 notes. Ben oui, parce que... Donc, ouais. J'ai retenu. C'est ça. On en a parlé hier avec Hélène même avant le conseil. Donc, 2 notes pour les Erasmus. Et une note évidemment pour les autres, puisque c'est un cours magistral. Et bah, puisque les autres, ils ont la deuxième note du cours magistral. Ils ont la même partie. C'est ça. On fait comme ça. Ouais, c'est pas ça te va? Oui, ça me va. Bon. Ça me va. Je croyais au début, et Florence aussi croyait que peut-être les Erasmus pouvaient avoir une seule note pour un cours aussi particulier, parce qu'il y a un CL sans aider. C'est vrai. Mais finalement, bon, si ça mais ça nous met un petit peu en porte-à-faux par rapport aux règles un petit peu générales. Non, mais ça va, il n'y a pas de problème, je me débrouille sans problème. Ok. Ma question, c'était, j'ai reçu un petit message de Moscou. Apparemment, ils veulent eh ben oui. On réunir un tout petit peu dans notre... Oui. Alors, est-ce qu'ils seraient d'accord pour venir, les collègues? Parce que... les collègues, je ne sais pas, parce que là, pour l'instant, il s'agit d'une ou de 2 ou de 3 étudiants qui aimeraient bien venir au second semestre, soit pour un mois, soit pour un semestre, mais évidemment, comme toujours, ça n'implique rien pour nous. C'est-à-dire que nous, je me mets d'accord avec les collègues tout simplement pour qu'ils soient admis dans certains cours, et c'est pratiquement tout. On leur fait une invitation précisant bien que l'université, ça n'implique aucune participation financière de l'université. Et puis après, on leur donne un petit certificat comme quoi ils ont suivi les cours. Ça marche comme ça peut se faire. D'accord. Donc très bien. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas d'échange de collègues profs? Il y a des échanges de collègues, ça parce qu'il se trouve que, c'est un peu tard maintenant, comme on a des reliquats de finances cette année, là, si on aurait pu payer à la limite un billet, soit pour aller là-bas, soit pour faire venir quelqu'un. Pour aller là-bas, ça pose évidemment aucun problème. Sauf que, à mon avis, la convention elle-même, il faut peut-être la renouveler. Encore que ça concerne plus celle de Saint-Pétersbourg, parce qu'ils sont un peu fatigants là-dessus. Ils veulent que la convention soit confirmée tous les ans. À Moscou, je pense que c'est plus... Ils sont plus il faudrait la revoir, la convention. On peut envoyer un collègue là-bas si quelqu'un veut y aller. Il sera reçu. Alors là, c'est vrai que le problème, c'est de trouver quelqu'un en 2021 qui sera partant pour aller, je sais pas, en décembre par exemple. C'est pas évident. Sauf si, je sais pas, toi, tu serais partant pour aller faire un point, je sais pas. Oui, je pourrais y aller, sans problème. Alors écoute, à ce moment-là, parce que c'est l'occasion, tu vois, moi je ne peux pas malheureusement, parce que je pourrais aller au deuxième semestre, à ce moment-là, parce que j'aurai plus de liberté. Moi aussi. Mais là, vraiment, ça va être compliqué. On pourrait aller ensemble. Ah oui, ce serait mieux. Ce serait mieux, c'est sûr. Donc à ce moment-là, c'est plus raisonnable d'attendre. Ce qu'il faudrait que je vois, c'est si on peut prendre dès maintenant des billets sur le budget de cette année pour l'année prochaine. Ça, ce serait pas mal. Ça, ce serait pas mal. Oui, Et ce serait à quelle période qui t'arrangerait, toi? Il faudrait juste être sûr qu'ils ne sont pas en vacances. Aucun problème. Moi, je suis relativement libre. Parce que donc, j'ai des collègues au mois de juin, mais on pourrait aller en mars ou avril, ça doit être pas mal. On vérifie nos vacances à nous aussi. Oui. En mai, c'est évidemment c'est encore plus agréable parce qu'il fait plus beau. Moscou, en mai, c'est pas mal. Moi, de toute façon, peu importe. Je me libère sans problème. Parce que, écoute, nos vacances,
tu regardes de ton côté les vacances là-bas, Oui, oui, et puis d'accord. on essaie de se dire entre D'accord, avril-mai. D'accord, d'accord. Et je vois avec Hélène si c'est possible de payer sur le budget maintenant. À ce moment-là, on se prévoit dès maintenant une période. Il faut partir combien de temps pour que ça vaille le coup? Il faut partir 3-4 jours à mon avis. 3-4 jours, ouais. Parce que le temps du trajet, c'est 3 jours entiers là-bas, c'est bien. Donc le jour de l'arrivée, le jour du départ et 3 jours entre les deux. Donc ça fait 5 jours au total. 5 jours d'absence. D'accord. Bon, ok. Non, parce qu'il faut que je vois aussi le point de vue familial. Ok, bon, on essaie de s'organiser ça. Je réponds plutôt vite pour les étudiants qui oui, tout à fait. en toute liberté. Ah, oui. D'accord. Ok. Allez, il y a une direction.